Maître Philippe Cressen, bonjour. Bonjour. Je vous ai invité parce que vous avez envoyé hier un courrier en recommandé à Madame Denisot, qui est la procureure de la République de Saint-Denis, dans le dossier dit des emplois de cabinet de Didier Robert, à l'époque où il était président de la région. C'est un rapport qui fait une 41 pages, donc c'est déjà très conséquent, dans un style, je dirais, qui est le vôtre, qui est un style, on va dire, très incisif. Qu'est-ce que vous reprochez exactement aux policiers de Locliff qui sont venus à l'époque et qui ont enquêté à La Réunion? Je sais que vous démarrez par ça et que vous avez un certain nombre de reproches à leur faire. Alors, principalement dans cette affaire, le reproche qu'on peut faire à la police, c'est de s'être détourné de ses obligations légales. Il faut rappeler qu'un policier ne décide pas de quelle manière il enquête. La loi lui dit de quelle manière il doit enquêter. Et chacun sait qu'en matière de justice, la chose la plus déterminante, c'est le caractère équitable d'une procédure et surtout le respect de l'impartialité et de l'objectivité des éléments qu'on va rechercher pour les imputer à quelqu'un en vue de l'accusé. On ne va pas donc faire une enquête qui puisse être trop subjective, ni trop marquée de partialité. Et c'est le reproche que je fais aux enquêteurs. Les enquêteurs qui, naturellement, sont saisis par le procureur et sont amenés à pouvoir instruire, enquêter de façon assez libre, mais toujours dans le respect de l'objectivité et de l'impartialité, ont décidé cette fois sur ordre des parquets, et c'est pour ça que je dis d'ailleurs dans cette note, quand je vise les parquets, il s'agit du parquet national financier et du parquet de Saint-Denis, qui ont eu en début de procédure... À l'époque, c'était avec Monsieur Éric Tuffery. Monsieur Éric Tuffery, donc, dans le cadre de cette saisie, nous regarde la compétence qui a été prévue pour un certain type d'infraction par le parquet national financier, s'est rapproché du parquet national financier pour savoir si c'est lui qui s'en chargeait, le parquet national financier, et le parquet national financier lui a dit « nous allons le faire ensemble, et nous allons désigner mon service d'enquête habituel, Locliff, pour procéder à l'enquête ». Et chacun se souvient également de Madame Houlette, qui est venue à La Réunion, qui était la patronne, on va dire, du PNF, Parquet national financier. De triste mémoire pour ses collègues magistrats, semble-t-il, au vu des démêlés qu'ils ont eu entre eux, entre le procureur général de Paris, Madame Houlette et les subordonnés de Madame Houlette. Madame Houlette et le procureur général de La Réunion nous ont fait une conférence de presse à une époque pour nous dire que maintenant il y avait une nouvelle manière de nettoyer la corruption à La Réunion, qui consistait à s'appuyer au départ sur des rapports de la Chambre régionale des comptes, donc avec des magistrats qui normalement sont des professionnels des comptabilités publiques, et que sur la base de ces rapports, la justice allait gagner du temps pour mettre en évidence des infractions qui auraient pu être commises par des élus. Donc Locliff est chargé de ça, et on demande à Locliff, en fait, de ne pas s'écarter du rapport d'observation provisoire, à l'époque, provisoire, et donc la CRC, quand elle fait des rapports, il est d'abord provisoire, ensuite il est soumis au contradictoire avec une discussion, chacun peut faire valoir son point de vue, et ensuite la Chambre redélibère, cette fois comme une formation juridictionnelle quasiment, délibère et décide d'arrêter un rapport qui devient un rapport d'observation définitif. Dans le cas de cette enquête, les policiers auraient dû quand même se rendre compte qu'on leur demande d'enquêter sans se poser de questions juridiques sur un rapport d'observation provisoire. Voilà, qui n'est pas encore définitif. Bon, le côté provisoire a son importance parce que, de ce que je me souviens et puis de ce que j'ai lu, vous avez fait des remarques qui ont eu des conséquences importantes derrière. Oui, alors ça n'est pas réellement à ce stade-là. À ce stade-là, c'est la région elle-même à l'époque qui, sur le rapport d'observation provisoire portant sur la gestion du service des ressources humaines de la région sur les mandatures 2010 à 2020, fait valoir un certain nombre de points de vue, la région y répond. À l'époque, moi, je n'étais pas le conseil de la région sur cet aspect. Et par la suite, c'est devenu un rapport d'observation définitif. Et la loi prévoit que toute personne mise en cause dans un rapport d'observation définitif peut, dans l'année suivant la délibération de la collectivité qui intervient après que la CRC ait délibéré de façon définitive sur son rapport, donc il y a encore toute une procédure, mais donc voilà, le délai d'1 an commençait à courir après la délibération de l'Assemblée plénière de la région, évoquant l'existence de ce rapport qui doit être rendu public à cette occasion. Donc pour Didier Robert, j'ai en février 2021 saisi la CRC d'une demande de rectification de son rapport, dans les termes de la loi, c'est-à-dire en considérant qu'il existait des erreurs de qualification juridique dans son rapport
quand elle décide de requalifier un certain nombre d'emplois d'agents publics de la collectivité en emplois de cabinet en surnombre. Et s'ils sont en surnombre, à ce moment-là, c'est un détournement de fonds publics. Voilà, tout simplement. Donc la question est déterminante de savoir de quelle manière on qualifie un emploi de cabinet. De ce point de vue-là, la CRC, dans son rapport provisoire, fait une qualification qui s'écarte très très largement de la qualification habituelle du Conseil d'État, qui est le maître à tous, puisqu'en droit administratif... Qui s'impose à tout le monde. Ouais, ça s'impose à tout le monde, voilà. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence Polynésie française, pour ceux qui aiment le droit et qui le connaissent. Cette jurisprudence n'a jamais varié depuis, elle a maintenant quasiment une vingtaine d'années. Donc les conditions sont posées de façon extrêmement stricte, et on voit bien l'enjeu d'une telle requalification, où on prend n'importe quel agent public dans la collectivité, et en disant voilà, sur votre Facebook, vous vous affichez régulièrement dans le cadre de votre vie privée, de vos activités politiques individuelles et de la liberté de vos opinions, vous êtes allé à un meeting politique, on vous a vu à côté de l'élu, c'est donc que vous entretenez avec cet élu un lien particulier, et donc que votre emploi d'agent public à la collectivité n'est plus un contrat d'agent public, mais un contrat d'employé de cabinet chargé de faire de la propagande pour le président. Voilà. C'est même allé jusqu'à le fait de relever qu'il y avait des likes sous une photo. Exactement. Puisque les enquêteurs aujourd'hui, et ça encore c'est un problème qu'on va leur reprocher, mais voilà, le problème de fond que je reproche d'abord aux enquêteurs, dans l'ordre, il y en a plusieurs, c'est de ne pas s'être posé de questions sur la qualité de la qualification juridique qui leur était soumise par une institution dont à partir du moment où c'était la CRC qui disait, pour eux c'était pas béni. Voilà, mais il doit se poser la question de savoir, puisqu'on fait du droit, c'est est-ce que les policiers se fondent sur une décision juridictionnelle ayant l'autorité de la chose jugée? Donc on peut imaginer par exemple, dans une affaire prud'homale, l'existence d'un harcèlement moral qui pourrait éventuellement se qualifier aussi de harcèlement sexuel. Et donc on prend la décision définitive rendue par la juridiction prud'homale pour se servir des faits qu'elle évoque et qu'elle qualifie comme fondement à une enquête pénale à ce moment-là. Mais là c'était pas définitif. Et là, c'était pas définitif. Ça n'est pas une décision juridictionnelle. C'est un rapport d'observation de la Chambre. Un rapport d'observation de la Chambre. Voilà. Et on n'attend même pas le fait de savoir s'il est devenu définitif. Et ce qu'il s'est passé par suite, lorsqu'il a été rendu définitif, est-ce qu'il a fait l'objet d'une rectification? Donc il y a effectivement eu une demande de rectification de notre part, et la Chambre d'elle-même a procédé à la rectification juridique des critères par lesquels on pourrait requalifier l'emploi d'un agent public en agent de cabinet illégal. Si je traduis ce que vous dites en bon français, la Chambre a reconnu qu'elle s'était trompée et elle a requalifié les faits. Mais elle ne l'a pas fait simplement dans le cadre de la procédure spécifique de la rectification de son rapport d'observation définitif. Elle l'a également fait dans le cadre de ses pouvoirs juridictionnels lorsqu'elle a, sur la demande du procureur financier, jugé le comptable de la région. Tout à fait. Et le procureur financier, la presse en a parlé, a bien décidé de poursuivre le comptable de la région en lui demandant plusieurs millions d'euros qui auraient été détournés au titre de la quarantaine d'emplois d'agents publics qui auraient été utilisés pour faire de la propagande pour le président. Et qu'en tant que comptable, il aurait dû refuser le fait qu'il avait accepté, il était jugé responsable. Et après sa rectification, après la rectification de son rapport, qui sert de fondement également aux poursuites pour le procureur financier, la Chambre régionale des comptes ne retient plus aucun motif de requalification d'emploi de cabinet. C'est-à-dire, encore une fois, j'essaie de traduire ce que vous dites, dans le procès du comptable public de la région, suite à cette requalification, on n'a plus rien reproché à ce comptable quant à la qualification des faits. Voilà, on lui a reproché la mauvaise tenue de ses pièces comptables, et donc on lui a mis des amendes, mais on ne lui a pas imputé le fait d'avoir été négligent et d'avoir laissé passer sous ses yeux un détournement de fonds publics de plusieurs millions d'euros. Toujours pour essayer d'expliquer à nos lecteurs ce que vous reprochez, vous, aujourd'hui, à la procureure, et là maintenant c'est Madame Véronique de Minizo qui a pris le relais, vous lui reprochez de ne pas tenir compte de cette requalification qui a été reconnue elle-même par le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui pourtant est à l'origine de toute la procédure. Bien sûr, d'autant que dans cette procédure qu'ont fait les policiers au tout début, le rapport de la CRC était un petit peu abscon pour eux. Ils n'ont pas forcément l'habitude du droit financier et du droit administratif. Ils font du judiciaire. Donc, ils ont convoqué les magistrats de la CRC pour les entendre. Et entendre un magistrat convoqué dans un cadre d'une enquête judiciaire par un procureur qui n'est pas indépendant, un magistrat du siège indépendant, pour lui demander de se prononcer sur les faits dont il a été saisi, c'est quand même quelque chose de particulier. Imaginerait-on qu'on puisse convoquer le président de la Cour de cassation pour savoir pourquoi il a rejeté un pourvoi? Et si le fait d'avoir rejeté le pourvoi ne serait pas chez lui une prise légale d'intérêt parce qu'il aurait voulu défendre un ami?
La question pourrait se poser. On ne convoque pas, c'est pour ça qu'il est collégial. Il y a le secret des délibérés et on ne convoque pas individuellement un juge pour lui demander ce qu'il a déterminé dans sa décision. Alors, pour vous prouver que j'ai lu vos 41 pages, et je les ai même lues plusieurs fois, vous reprochez également à la procureure, Madame Denisot, de ne pas avoir inclus dans ses conclusions à elle la décision modificative de la CRC. Oui, alors voilà. Alors, ce n'est pas le reproche que je fais à Madame Denisot. Madame Denisot, pour l'instant, n'a rien écrit. D'accord. Les policiers se sont abstenus de faire une synthèse générale. En général, il y a toujours un PV de synthèse à la fin d'une enquête pour faire la petite dissertation juridique que chacun doit faire à la fin de son travail, hein, comme un étudiant, et donc de dire, voilà, nous avons collecté des faits, il y avait des indices, il y a des éléments juridiques qui nous laissent à penser que la personne a bien commis l'infraction. Bon, voilà. Là, ils ont entendu 41 personnes, hein, 36 hommes, 5 femmes, mises en cause, et nous n'avons que des synthèses partielles sur 5 ou 6 personnes. Des synthèses extrêmement brèves, de quelques lignes seulement, ce qui ne correspond. Madame Denisot, pour l'instant, manifestement, n'a toujours pas lu le dossier. Elle a pris le dossier, elle a vu des conclusions de synthèse partielles, et elle dit qu'elle envisage de poursuivre, parce que la procédure lui permet. Il n'y a que si elle envisage de nous poursuivre, qu'elle peut soumettre le dossier au contradictoire et recueillir nos observations. Et comme elle va être amenée à faire un choix, qu'elle a sans doute déjà fait, puisqu'il semblerait que toutes les personnes mises en cause n'ont pas été avisées par la procureure par lettre écrite de ce qu'il pouvait faire valoir des observations. Et si, envisageant de poursuivre, elle ne soumet pas au contradictoire, elle ne peut pas poursuivre. C'est donc qu'elle aurait déjà procédé à un classement sans suite d'un certain nombre de dossiers sans qu'on sache lesquels. Ce qui n'est pas très équitable quand on remet un dossier à la partie qui doit se défendre, de ne pas lui dire qu'il sera poursuivi, et de ne pas lui dire non plus qu'il y a déjà eu un choix qui a été fait, alors que les éléments juridiques qui permettent de mettre en cause une personne sont strictement les mêmes pour tous ceux qui ne seraient plus visés par l'enquête. Alors, on va même plus loin. Dans vos conclusions à il y a un problème de droit que vous soulevez qui est capital. C'est que vous dites sur quels critères est-ce que Madame Denisot s'est basée pour poursuivre certains et ne pas poursuivre d'autres. Alors voilà, là c'est un critère discriminant. Un critère est par nature quelque chose qui vous amène à discriminer dans une situation. Au démarrage de l'enquête elle-même, Monsieur Tuffery fait donc un soit transmis à la police, en lui visant une liste d'un certain nombre de personnes, et indique aux policiers qu'il veut des renseignements rapides et des retours d'enquête rapides, spécialement sur le nom des personnes soulignées en rouge dans son soit transmis. Ça veut dire que, au départ, il soupçonne un certain nombre de personnes d'avoir commis une infraction, mais demande aux policiers de faire une distinction dans ces possibles mises en cause entre ceux, en fait, qui ont une activité politique publique et ceux qui n'en ont pas. Ils ont tous le même statut d'agent contractuel de catégorie A. Tous. Certains sont même des fonctionnaires. Comment on peut faire une discrimination uniquement par le fait que certains se seraient présentés conseiller municipal à Saint-Philippe, un autre à Cilaos, l'un serait le maire des Avirons, voilà. C'est des activités politiques individuelles. Et c'est bien le premier critère d'ailleurs par lequel la Chambre s'est rectifiée. C'est le premier critère qu'elle avait énoncé pour dire voilà, ces gens-là ont des activités politiques, ils ne font pas de propagande pour Didier Robert, mais ils ont une activité politique. Ça suffit pour en faire des emplois de cabinet puisqu'ils font de la politique. Mais la politique, c'est le droit personnel, individuel et constitutionnel surtout, de chacun dans la liberté des opinions et dans la liberté d'exprimer ses opinions publiquement. Voilà le reproche par lequel on commence l'enquête. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer publiquement, vous l'avez fait, vous êtes donc disqualifié en emploi de cabinet. C'est extrêmement grave. Et dans cet aspect-là, le procureur lui-même vient dire, voilà, donc vous allez faire une distinction entre des prévenus, donc entre des citoyens qui sont dans une situation similaire, identique, oui. Identique, et vous allez donc faire un choix... Identique en termes d'emploi. Et vous allez faire un choix et ne retenir que ceux qui se sont exprimés publiquement et politiquement. Voilà, c'est les seuls qu'on poursuivra in fine. Voilà, on poursuit tous ceux qui ont fait de la politique, même pour eux-mêmes. Si je vous entends bien, c'est une atteinte à un droit constitutionnel. Oui, c'est une atteinte aux libertés individuelles. C'est une atteinte Donc l'enquête commence sur un critère de la CRC qui est constitutif d'une atteinte à la liberté individuelle par discrimination. Et la discrimination à raison des opinions politiques est un délit. C'est un délit. C'est le même que celui de la discrimination à raison de la religion, de la race, de tout ce que vous voulez. Il y a aussi écrit ou du sexe, il y a écrit discrimination à raison des idées politiques. Donc là, c'est bien le procureur de lui-même décide, dans le cadre de son enquête, alors que les gens sont dans la même situation, de procéder à un acte de discrimination à raison des opinions politiques. Il a donc commis un délit en faisant son soit transmis initial auprès des enquêteurs de l'Oclif, qui naturellement ne se sont posé aucune question
et ont non seulement repris le caractère discriminant du procureur, et se sont fondés sur les erreurs de la CRC pour avancer. À vous lire, j'ai eu la sensation que les policiers, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, hein, que les policiers de Loclif avaient un peu de mal à faire la distinction entre droit pénal, droit administratif, et que le droit administratif pour eux était assez... Alors, ils font la distinction, c'est surtout que d'un côté, ils comprennent à peu près la procédure pénale, et de l'autre, ils n'y comprennent strictement rien sur le plan du droit public. Voilà. Ça fait 25 ans que je fais du droit public, je peux vous assurer que je ne le comprends pas aujourd'hui de la même manière qu'à mes tout débuts. Voilà. Au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit que d'abord, le droit est toujours le même, qu'il soit pénal ou public, la mécanique du droit français est strictement toujours la même. Elle est basée sur un raisonnement à base de syllogisme. Voilà, c'est sa particularité. C'est ce qui fait d'ailleurs sa force, et c'est comme ça qu'elle est reconnue dans le monde. La force du syllogisme judiciaire. Donc des phrases courtes, avec un raisonnement clair, une idée, une proposition, une loi, des faits, une qualification juridique. Donc c'est pas des décisions à l'américaine qui font 300 pages. Des décisions brèves, des décisions du Conseil d'État. Bon, c'est parfois difficilement compréhensible, mais c'est ce qui permet de fixer le droit et que chacun le comprenne bien. Ce que n'a donc pas fait le CRC. Et de fixer les limites de l'enquête. Et de l'enquête. Et l'enquête qui doit être impartiale et objective. Donc à partir du moment où elle se fonde sur en reprenant l'avis du procureur financier, qui n'est qu'une partie finalement au procès, d'accord? Donc en reprenant uniquement l'avis du parfait, voilà, elle commet déjà une partialité à la base de l'enquête. Elle se poursuit parce que les actes d'enquête... Alors, pour que ça ait été correct, il aurait fallu qu'ils fassent quoi? Qu'ils fassent leur propre enquête Oui, qu'ils fassent d'abord leur propre analyse juridique. Donc ils l'ont fait, ils ont tenté de le faire en convoquant les magistrats de la CRC et en leur disant « Expliquez-nous ce que vous nous avez dit ». Voilà, donc les magistrats expliquent. Voilà, mais l'affaire reste la même, c'est la vision des magistrats de la CRC qui s'impose en totalité aux enquêteurs dans leur manière d'administrer leur enquête. Et vision qui, on le verra plus tard, qu'ils ont obligés de corriger parce que ils ont avoué que la CRC a déjugé elle-même. Oui, c'est ça. 2 fois. Dans le cadre de ma demande en rectification, puis dans son jugement de condamnation du comptable public. Donc par 2 fois, la CRC est revenue sur ce qu'elle avait dit et qui reste pourtant définitivement le fondement juridique et des poursuites pénales que Madame Denisot entend engager contre les différents prévenus. Alors, dans le style qui est le vôtre, hein, qui est très original, on va dire, et très incisif, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous vous en prenez quand même très vertement aux policiers. Hein, quasiment, vous les traitez de cow-boys, quoi. Moi, j'aime bien les cow-boys. Par contre, j'aime pas le niveau de ces policiers. D'accord ? Les policiers sont tenus, c'est une obligation de la loi. Quand il y a eu la confrontation le 12 décembre, des journalistes nous attendaient à la sortie de cette confrontation, elle était filmée. Vous devez bien comprendre quand même qu'une personne dans une société qui est mise en cause publiquement, médiatiquement, elle subit quand même quelque chose d'une agression tout à fait particulière. Ceux à qui ça a pu arriver le comprennent. Immédiatement, votre image se trouve déversée auprès d'un public qui n'attend qu'une chose, c'est un exutoire pour se défouler de ses frustrations sociales. Voilà. Donc, l'ancien président de région, monsieur Didier Robert, s'est trouvé avec un flot d'injures, d'insultes, et je n'en dirai pas plus, le reste est dans le contenu de ma note, à son encontre. Il me paraissait légitime qu'on prenne la force de l'adversaire pour la lui retourner sur lui. Si l'adversaire nous a fait quelque chose qui ne sent pas bon, ben nous le lui retournons avec le même parfum. Et c'est bien ce que je fais dans cette note, et c'est bien pour le faire comprendre à Madame Denisot. On ne peut pas accepter aujourd'hui que parce qu'il y a le sacro-saint principe dans l'administration française de ne jamais remettre en cause le travail du subordonné, de son collaborateur ou de son collègue. Voilà. Donc, si à Vichy, on vous dit, on fait un papier, quelqu'un est déclaré juif, je vous prends cet exemple, mais faut comprendre ce à quoi l'administration... Non, sur le plan du droit, c'est la même chose. Qui étaient les gens qui ont déclaré volontaires forcés pour monter dans des trains pour aller en Allemagne? Ou pour le STO, parlons d'autre chose. Le service du travail obligatoire, ça existait. Il y a bien des gens, à un moment donné, comme pour ceux qu'on va réquisitionner, mobiliser pour aller à la guerre, quel âge vous avez? Est-ce que vous êtes en condition physique de le faire? Donc on va poser un critère d'appréciation sur votre personne pour savoir si vous pouvez remplir le service que l'État a prévu pour vous. Ou l'injonction qu'on vous fait de quitter le territoire pour aller vous faire brûler ailleurs. Voilà. Et donc il y a à un moment donné un acte administratif qui est pris par quelqu'un qui vient dire, voilà, sur déclaration de son voisin, on dit que ce monsieur est juif. On n'a pas cherché à le savoir, on a mis son nom sur une liste. Et le policier qui prend ça et qui va chercher la personne à son domicile pour l'amener à la gare... Moi, je pensais plutôt à leur attitude. Ne vérifie pas, parce que c'est son collègue de la préfecture qui a signé un bon, et donc on ne vérifie plus. Et après vous, alors à l'époque, ça n'existait pas, mais imaginons aujourd'hui, puisque c'est une mission administrative, vous faites un référé liberté. Donc vous allez voir le juge administratif. Que s'est-il passé pour le schéma des carrières à La Réunion? Je suis allé voir le juge administratif en 2014. Je lui ai dit, il faut faire une enquête environnementale.
Tout ce qui sera fait à partir de maintenant, puisqu'il n'y a pas d'enquête, sera nul. Et vous le savez, monsieur le juge. Mais monsieur le juge m'a dit, je ne vais pas déjuger le travail de la DEAL. Et que disait la DEAL à l'audience? Ah, mais moi, si l'État m'avait payé un ingénieur de plus à 60 000 €, j'aurais fait une enquête environnementale. Les 400 millions d'euros que vous allez payer, c'est 60 000 € que l'État n'a pas voulu mettre pour un ingénieur à la DEAL en plus, chargé de faire une enquête environnementale sur la ravine du Trou. Voilà, c'est ça. On ne remet pas en cause le travail de son prédécesseur. L'État français, qui était à la pointe au niveau européen pour faire voter les directives loi sur l'eau, protection des oiseaux, qui sont les plus anciennes directives européennes sur la protection de la nature, a prévu avec ses partenaires européens, et notamment allemands, de mettre en œuvre la directive sur les évaluations environnementales. Qu'ont fait les gouvernements successifs depuis 30 ans en France, c'est de faire des notes qui existent, vous pouvez les retrouver, elles sont publiées, des arrêtés, des notes du ministère enjoignant au préfet de ne pas mettre en œuvre les procédures d'évaluation environnementale que par ailleurs la France a réclamé à ses autres partenaires européens. Donc, ça n'est même pas la faute. Pas des questions financières budgétaires. Pour aller plus vite. Ouais. À chaque fois, pour aller plus vite. Mais, eh bien, l'État s'est fait rattraper par le droit. Le droit s'est fait rattraper par le droit. Aujourd'hui, le droit rattrape la patrouille de Lecliffe. Le droit rattrape Madame Denisot. C'est ça, mon suppositum. Alors, c'est le fait que la loi s'impose à tous. Vous prononcez le mot suppositum. C'est un mot latin qui veut dire argument, on va dire. Exactement. C'est ça. Mais dans votre courrier, vous avez une phrase qui est quand même un peu limite. Quand même, vous dites à Madame Denisot, c'est le suppositum que je vous envoie dans votre fondement juridique. Non, que lui ont mis les policiers dans son fondement juridique. D'accord. Oui, mais enfin bon. Et nous parlons bien du fondement juridique de son enquête. Ouais. Voilà. Et je parle bien de l'argument par lequel elle s'est fait tromper par le procureur financier et la CRC, et les arguments juridiques, suppositum, par lesquels je lui démontrerai à l'audience qu'elle s'est trompée. Très bien. Bon ben, elle appréciera et elle fera ce qu'elle aura à faire si elle estime. Mais moi, je voulais revenir à l'attitude des policiers de Lecliffe. Vous le racontez dans votre rapport. Ce policier qui vient, qui vous intime de vous taire. Alors, ça n'est pas un policier de Lecliffe, soyons précis. Nous faisons donc cette confrontation le 12 décembre à partir de 8h jusqu'à 15h avec les policiers de Lecliffe et d'autres personnes qui ont été entendues. Là, c'est passé un incident, c'est que la loi oblige les policiers à me laisser la possibilité de poser des questions aux personnes qui y ont été confrontées le jour même. Donc moi, j'entends poser des questions qui me semblent nécessaires, notamment à l'ancien directeur général des services, c'est de savoir est-ce qu'il disposait d'une délégation de signature. Et lui, il dit que non. Il lui dit que non, mais il se trouve que moi, j'ai la copie de sa délégation de signature et j'ai la copie d'un certain nombre d'actes qu'il a signés en vertu de cette délégation de signature. Et notamment le licenciement de l'ancien directeur de l'antenne de Paris et le licenciement de Nord-Olivier Bassan, agent contractuel de catégorie A, à la région à l'époque. C'est bien le DGS qui, par application de sa délégation de signature, a fait le licenciement de ce monsieur. Je le sais d'autant plus que c'est moi qui suis le rédacteur de cette procédure de licenciement pour la région qui m'en avait fait la demande par l'intermédiaire de son DGS. Voilà. Donc il ne peut pas dire qu'il ne savait pas ce qu'il en était de la gestion de ses agents. Il a procédé au licenciement d'un cadre A affecté au service de l'autorité qui est considéré en fait comme un cabinet obscur imputé par les enquêteurs de Lecliffe à Didier Robert. Et donc, revenons-en avec précision à ce qui s'est passé ce 12 décembre. Le 12 décembre, à partir de 15h30, nous nous trouvons à la brigade financière de Martic, au 4e étage. Et donc là, ça n'est pas les mêmes policiers, ça n'est pas ceux de Lecliffe, c'est le chef de la brigade financière de Saint-Denis. D'accord. Qui, voyant que j'intervenais trop pour lui, au soutien de la défense de mon client, et donc dans une tâche d'assistance qui est prévue par le code de procédure pénale, hein, l'avocat assiste son client pendant l'audition, ça n'était pas une garde à vue, une audition libre, mais l'avocat assiste, c'est par nature son rôle. Un avocat qui est taisant ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. Bon, donc un avocat est là pour conseiller, c'est le sens même de l'assistance. Et les enquêteurs eux-mêmes ne comprenant pas les questions qui leur étaient soumises par le procureur financier pour savoir si Didier Robert pouvait bénéficier d'une indemnité de logement dans le cadre de ses fonctions de président, alors que du fait que dans le cadre de son premier mandat, il aurait bénéficié de cette même indemnité pour vivre à Saint-Denis, mais c'est qu'on considère qu'en fait, qu'ayant vécu plusieurs années à Saint-Denis, c'est donc devenu sa résidence personnelle, plus une résidence professionnelle, et comme il se représente au moment de son nouveau mandat, comme à la veille du mandat, il habite Saint-Denis dans un cadre fonctionnel, mais qu'on considère personnel, c'est donc qu'il ne pouvait plus bénéficier d'un logement fonctionnel après sa réélection. Voilà, donc bon, les pauvres enquêteurs ne comprenaient pas grand-chose. Donc une discussion, c'est leur liberté d'ailleurs. Hein.
d'accepter le fait qu'une discussion juridique puisse s'instaurer avec le conseil de la personne qui est entendue pour essayer de bien comprendre la question qui est posée et la réponse qu'on peut y faire. Et encore faut-il que, comme le disent les policiers de l'Oclif par ailleurs, que ça amène une plus-value à l'enquête, que le procureur puisse se prononcer sur quelque chose. Voyant que l'audition tardait, puisqu'il y avait justement cette discussion très paisible et conviviale qui s'organisait avec ces agents, le directeur de la brigade financière de Saint-Denis, ou le brigadier, je ne sais pas comment on l'appelle, intervient et vient dire « Maintenant, maître, vous arrêtez de parler. Je vous interdis de parler à votre client. » Et vous notez que... Et donc, j'ai continué à le faire. Et vous notez que ce responsable... m'a quasi menacé avec son arme de service. Voilà, parce qu'il a remonté son pantalon... Voilà, pendant que ses collègues de l'Oclif, qui par contre étaient là, puisqu'après avoir fini leur journée qu'ont fait les collègues de l'Oclif, ben, ils sont allés voir leurs camarades de Malartic. Les policiers, on va voir les collègues. Et donc, les portes étant ouvertes, dans le bureau où j'étais avec Didier Robert et 2 enquêteurs, et le chef de la brigade financière, de l'autre côté du bureau se trouvaient les enquêteurs de l'Oclif avec d'autres collègues de la brigade financière. Porte ouverte. Porte ouverte, en train de boire du whisky et faire des commentaires sur la confrontation du matin. Voilà. Veille de clôture de l'enquête. Et oui, j'imagine que vous avez tout écouté. Ben, vous pouvez pas m'en interdire. Vous pouvez pas me l'interdire. Mais je comprends mieux pourquoi il n'y a pas de synthèse générale. Il n'était pas en état de l'affaire. Il n'y a que des synthèses partielles. D'accord. Est-ce qu'il y a un autre point important que j'aurais oublié de noter? Je pense que les gens auront plaisir à aller lire ce que j'ai pu écrire, puisqu'on n'est pas rentré exactement... Mais c'est dans un style, il faut comprendre. Hein. Alors là, c'est du juridique de chez juridique. Hein. Oui, c'est juridique, et certains pourraient penser que c'est, par certains aspects, particulièrement diffamatoire. Je ne le pense pas. Il y a un passage, le passage du suppositum dans le fondement, j'avoue que c'est limite. Ça fait 25 ans que je pratique le fondement juridique. Mais est-ce que c'est une stratégie volontaire? Est-ce que vous avez fait ça exprès? On connaît Maître Jacques Vergès, hein, qui était stratégie de... Alors ça, je ne peux pas vous le dire tant que je ne sais pas quel effet ça a pu faire Mme Denisot. Dites-vous avec un sourire Chacun ravi. Voilà, mais je suis dans une stratégie de défense. Je vous rappelle que Didier Robert n'a jamais communiqué depuis la première audition dont il a fait l'objet en 2021. D'accord? Et depuis que je suis son avocat, je suis resté particulièrement taisant jusqu'à ce jour. J'ai une stratégie de défense, je la mets en œuvre avec les moyens qui me semblent les plus pertinents pour arriver à l'élargissement de mon client. Alors justement, et ça va être notre conclusion, vous cherchez à obtenir quoi? Vous cherchez à obtenir l'acquittement? Je pense que si madame... Non, d'abord, on n'est pas aux assises, oui, donc il n'y aura pas d'acquittement, ce serait une relaxe pour autant qu'on aille sur le fond. Pour aller sur le fond, encore faut-il que la citation à comparaître ne soit pas nulle. Mais c'est surtout de dire, parce que je le dirai au tribunal, mais puisque la procédure me permet aujourd'hui de le dire avant l'audience, ce qui n'était pas le cas avant. Je viens dire à madame Denisot, soyez raisonnable, faites du droit. Faites du droit. Parce qu'attention, si vous... Alors selon vous, si vous voulez juger les agents comme des agents de cabinet selon le raisonnement de l'Oclif, moi à l'audience, je vais faire la démonstration que toute votre vie de procureur n'est qu'un détournement de fonds publics au préjudice du ministère de la Justice. Parce que lorsque un avocat obtient une relaxe, c'est quand même une personne qui a été poursuivie, pour lequel on a dépensé des sous en faisant une enquête, qui n'aboutit à rien, puisque le tribunal reprononce soit la nullité de la citation, soit la relaxe. On peut aller plus loin, hein. Un jugement de première instance qui est cassé en cours d'appel, un jugement de cour d'appel qui est cassé en cassation. Ça veut dire que le travail n'a pas été bon, et l'Oclif vous dit que si le travail n'est pas suffisant, vous êtes coupable de détournement. Alors si le travail de madame le procureur est mauvais, est-elle coupable de détournement? Voilà. C'est la même question juridique qui se pose pour les uns et pour les autres. Donc, pour agrémenter le procès, on posera la question de savoir quel était le comportement des autorités. Quelles sont les options possibles là Elle peut classer. Elle peut classer, c'est ça. C'est ce que vous espérez. C'est qu'elle classe en fait en se disant. Alors, de la part du parquet, dont j'ai pu m'apercevoir comme des policiers qu'ils ne comprennent pas la chose juridique, je ne m'attends plus à rien. C'est grave ce que vous dites là. Au moment de procédure où je peux le faire, je lui dis le fond de ma pensée. Et une dernière question que j'allais oublier, pourtant qui est importante. À une ou deux reprises dans vos conclusions, dans vos observations préliminaires, vous évoquez, on va dire, une machination politique. Vous laissez entendre que c'est pas par hasard que cette enquête est sortie juste avant les régionales. Vous laissez entendre que on a peut-être même accéléré l'enquête volontairement pour qu'elle puisse sortir à ce moment-là. Et à la fin, vous laissez entendre également que c'est pas par hasard qu'on parle de ça maintenant, à la veille des sénatoriales. Alors,
je ne le laisse pas présupposer, j'affirme que la question doit être posée. La question doit être posée de savoir s'il n'y a pas eu, parce qu'il ne faut pas oublier que la loi pénale prévoit que le délit de prise illégale d'intérêt peut s'appliquer également aux fonctionnaires et aux magistrats. Et c'est spécialement prévu par la loi. Un magistrat, comme un élu, il faut bien comprendre ce que c'est que la prise illégale d'intérêt. Voilà. Vous êtes chargé par un mandat public de gérer un intérêt général. Donc vous devez prendre une décision, quand vous décidez, qui corresponde à l'intérêt général. Et au moment où vous prenez cette décision, ne peut pas coexister à côté un intérêt personnel. Voilà. Donc, même si votre fille, c'est la plus brillante et que vous entendez la recruter, d'accord, il n'empêche que au moment où vous signez la décision de la recruter, on peut se poser la question de savoir si c'est pour l'intérêt général ou si c'est parce que c'est votre fille. Comme je suis penché sur le sujet, j'ai même souvenir d'une jurisprudence d'un maire qui souhaitait embaucher une jeune dame, qui avait fait toute la procédure pour l'embaucher. Il y a des élections, il perd les élections, c'est le papa de la jeune fille qui est élu. Il ne fait que signer ce qui a été préparé par son prédécesseur et il est poursuivi et il est condamné. Absolument. Et c'était imparable. Et donc moi, la question que je me pose, c'est au moment où M. Tuffery fait son soit transmis initial avec sa liste rouge soulignée avec certains noms, d'accord, ça fait quand même déjà 6 ans qu'il est en poste à Saint-Denis. Il vit dans la ville. Il a un logement de fonction. Il a sans doute, comme toute personne, fréquenté un certain nombre de personnes. Si vous allez sur Facebook, vous pourrez constater que le président alors du TGI a fait des dîners avec le consul des Seychelles, dans lesquels vous voyez à la même table Nassima Dindar alors qu'elle avait des procédures judiciaires. Voilà. Puisque les policiers viennent nous dire, je déduis votre lien de proximité pénalement répréhensible par le simple fait que je vous vois en photo ensemble dans un moment convivial. Sur le lien de proximité, c'est pour ça que en général, pas ce que dit la Cour de cassation. On dit que les procureurs n'ont pas de vie privée, ils ne sortent jamais, ils ne vont pas dans les hôtels. En tout cas, il faut toujours être très prudent. Il faut être prudent. Il faut être prudent et bien connaître quelle est la limite posée par la Cour de cassation. Mais la Cour de cassation est sage. Elle ne vient pas dire, ça n'est pas parce qu'une personne irait s'auto-déclarer amie de vous ou reconnaissant comme telle une autre personne qu'on vous condamnerait. L'amitié au sens de la Cour de cassation, c'est quelque chose qui se caractérise par l'intensité des relations, comme une relation père-fils, mère-fille, ce que vous voulez, d'accord? Donc le même amour qu'une mère pour son fils, en quelque sorte, à l'égard d'un ami, donc caractérisé par l'intensité de la relation et la durée. Il ne suffit pas, donc ça ne peut pas être un coup de passion, je suis tombé amoureux de quelqu'un 24 heures et je ne l'ai plus jamais revu. Si 10 ans après vous prenez une décision la concernant, la Cour de cassation dira il n'y a pas de lien de proximité particulier. Il y a peut-être eu 24 heures d'intensité, mais ça ne s'est pas prolongé dans la durée. Alors, et donc, la question se pose de savoir quels pouvaient être les intérêts privés de M. Tuffery qui ont pu coexister au moment où il a pris sa décision de signer son droit transmis et de souligner en rouge le nom d'un certain nombre de personnes. Si vous posez la question, c'est que vous avez déjà la réponse. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que j'ai été amené à rédiger à un moment donné, même si ce n'est pas moi qui en ai fait le dépôt, une plainte contre le maire de Saint-Denis, M. Annette à l'époque, qui avait délivré un permis de construire pour une opération immobilière gigantesque qui s'appelle le Pôle Océan, qui prévoyait donc, je crois, pas loin de 500, 700 logements, avec des supermarchés en dessous, et se pose naturellement en matière d'urbanisme la question du stationnement. Alors autant, un certain nombre de commerçants de Saint-Denis étaient allés attaquer sur le plan de quelques règles d'urbanisme, sur lesquelles d'ailleurs ils n'avaient pas d'intérêt à agir puisqu'ils étaient eux-mêmes commerçants et non pas résidents, tous leurs procès ont été rejetés. Le permis de construire a été validé par la justice. Si ce n'est que se poser, après, vous voyez, on peut passer d'un droit administratif dans lequel il n'y aurait pas de délit à un droit néanmoins pénal. C'est que si vous ne construisez pas le nombre de places de parking qui sont nécessaires pour votre opération, alors vous devez payer la taxe de non-réalisation des aires de stationnement, dont le montant plafonné par décret est fixé par le conseil municipal de la ville. La ville de Saint-Denis a fixé, je crois, à l'ordre de 2500 ou 2800 euros, d'accord, la taxe qu'elle va prélever, comme la taxe d'équipement ou la taxe locale d'équipement qui vous est facturée au moment même où on vous délivre le permis de construire ou lorsque la construction arrive à son achèvement, c'est le choix que vous faites, mais bon. On fixe donc, toute personne qui a demandé notre permis de construire l'a vu, un certain nombre de taxes sont fixées sur la dernière page du permis de construire. Et donc, il apparaît que sur le permis de construire concernant cette opération, aucune taxe pour non-réalisation des aires de parking n'a été facturée. À qui? À la Sodiac. Qui était l'actionnaire de la Sodiac? La mairie. Voilà. C'est une somme de la mairie. Voilà. C'était à l'époque. Et donc, plainte est portée pour le maire, contre le maire, pour avoir éludé, c'est de la concussion, c'est comme ça que ça s'appelle si c'est effectif. Reconnu.
pour ne pas avoir fixé le montant de la taxe de non-réalisation des aires de stationnement. 200 000 euros à peu près, c'est ça? Ah non, c'est bien plus. C'est-à-dire que c'est 300 places de parking non réalisées à 2 000 euros la place. Ah oui, c'était 600 000 alors. Pas 600 000 euros, c'était 4 millions d'euros, je crois. Ah, je sais plus. Alors, il me semble, moi, de mémoire et autres. On était dans les sommes assez considérables. Mais la concussion peut porter sur 100 euros. Le problème n'est pas là, c'est un problème de principe. Donc, comment la mairie a pu faire une confusion entre les places de parking destinées aux supermarchés et les places de parking destinées aux habitants? Pourquoi? Et Monsieur Tuffery classe la plainte un an après, sans avoir fait le moindre acte d'instruction sur cette affaire. Vous pensez donc que, selon vous, laissez entendre dans tous les cas qu'il y a une proximité. Je suis amené à penser qu'on peut légitimement se poser la question de savoir, au regard des décisions qui ont été prises, c'est ce que disent les enquêteurs de l'Oclif, au regard des... Donc voilà, moi je m'appuie sur l'Oclif cette fois, et je viens dire que si je prends le raisonnement de l'Oclif, je regarde la manière dont monsieur le procureur a pu agir, et je m'amène à m'interroger sur le fait de savoir s'il ne coexistait pas des intérêts privés le concernant, qui ont pu coexister au moment où il a pris ses décisions, à la fois d'ouverture et de surlignage d'un certain nombre de personnes, comme de classement sans suite d'une plainte. Est-ce que c'est uniquement pour l'intérêt général qu'on a classé une plainte? Alors ce qui est surprenant, c'est que cette plainte qui était rejetée finissait de purger définitivement tous les recours ayant pu exister contre cette opération immobilière, qui finalement aujourd'hui est abandonnée pour faire un jardin public. Mais à ma connaissance, la CDC n'aime pas se lancer, qui est aujourd'hui en fait l'actionnaire majoritaire de la Sodiac et propriétaire de ce type d'opération, ou qui entendait les financer et y participer en tant qu'associé, n'a pas souhaité s'engager dans une opération vérolée. Pourquoi cette opération qui, sous le prisme de la justice, paraissait totalement légale et sur les rails, est financée par la Sodiac, après les expropriations et tout ce qui a pu se passer? Pourquoi brutalement cette opération immobilière est complètement arrêtée et on décide d'en faire un jardin public? Très bien. Alors c'est un autre dossier celui-là et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais moi, ça me semble être... Il faut toujours s'interroger. Je peux faire l'objet d'une poursuite pour outrage, pour diffamation, parquet est libre, apprécié. Mais je considère que, au regard du raisonnement de l'Oclif comme des considérants de la loi et de la jurisprudence, la question est légitime à poser. Monsieur le procureur Tuffery a eu un mode de gestion des plaintes à l'encontre d'un certain nombre d'élus socialistes qui peuvent amener à se poser des questions pour savoir s'il a agi de la même manière, avec la même modération ou les mêmes excès, à l'égard d'élus de droite. Et il se trouve que la plainte concernant Didier Robert a été faite quand même à la veille du premier tour des élections régionales. Donc on doit se poser cette question parce qu'il est nécessaire que la société se vide de cette problématique. Le procureur qui représente la loi à La Réunion agit-il pour l'intérêt général ou laisse-t-il coexister des intérêts privés qui peuvent porter atteinte justement à la légalité? Très bien. Merci Maître Cressen. Je vous en prie, c'était avec plaisir.